Voilà, Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour Moïl, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous allons commencer par Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien qui apporte tout de même une information capitale. Le journal revient sur la pénurie de gaz et écrit une menace pour le couvert végétal. Depuis plusieurs semaines, Sergino Lokossou, nous parlons donc de la pénurie de gaz sur ce plateau. Nous parlons également de surenchère, nous parlons donc de fermeture de points de dépôt de gaz, nous parlons de convocation par le ministère du Commerce. Mais jusque-là, la question qui concerne effectivement la pénurie de gaz n'a pas été abordée. Aucune autorité n'est montée au créneau pour en parler. Sergino Lokossou, est-ce qu'il y a pénurie de gaz ou non? Je pense que tout le monde le sait, tout le peuple béninois sait qu'il y a pénurie de gaz. Il n'y a plus disponibilité de gaz, on ne trouve plus le gaz et c'est vraiment difficile pour les populations. Le gaz n'existe pratiquement plus, on va le dire ça comme ça, parce que depuis qu'on a démantelé un réseau la semaine écoulée de fabricants de gaz de mauvaise qualité vers la frontière du Nigeria à Odé, depuis lors jusqu'à maintenant, il y a toujours que les populations peinent à trouver le gaz qui est un élément fondamental dans la cuisine. Et donc, ici, la population font recours au bois de chauffe, pour certains au charbon de bois. Et c'est très difficile quand vous êtes dans une agglomération comme Cotonou, comme Abomey-Calavi, où certains ménages n'ont plus l'habitude d'utiliser le bois de chauffe, n'ont plus l'habitude d'utiliser le charbon. Et vu la construction, parce que il faut, je parle des bâtiments, l'architecture oui, ne permet plus d'utiliser les charbons de bois. Et l'autre chose que... Lorsque tout le monde veut vivre dans, comment vous dites ça, sanitaire, dans chambre sanitaire, donc il y a plus de place pour le charbon et le bois de chauffe. Vous allez dans la maison où il n'y a pas la cour n'existe pas parce que le propriétaire a déjà exploité toute la cour pour construire ces chambres dites sanitaires et tout. Et donc, c'est très difficile pour les populations, pour ces ménages d'utiliser le charbon de bois, le bois de chauffe également. Et l'autre chose que le journal a rappelé, c'est que c'est une menace pour le couvert végétal parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique, de changement climatique, où on nous dit qu'il faut préserver les arbres et on nous invite chaque 1er juin à planter des arbres parce qu'on dit que la plantation des arbres va quand même aider à lutter contre le réchauffement climatique. Et si la demande en charbon augmente, les arbres seront plus abattus davantage dans nos forêts. Exactement, même si les autorités en charge de la protection du couvert végétal, des forêts et consorts, refusent l'abattage des arbres, nous sommes dans un contexte où il faut quand même utiliser le charbon. Il faut quand même utiliser le bois de chauffe. Donc, ça constitue véritablement une menace pour le couvert végétal. Quand est-ce que le gaz va venir? On ne sait pas encore. Il y a que ça traîne. Et au niveau, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, au niveau des autorités ayant en charge cette filière, le ministère du Commerce. Exactement, il faut nous dire, il ne monte pas au créneau pour nous dire pourquoi il n'y a pas de gaz. Parce que quand c'est comme ça, j'ai envie de donner raison à l'un des présidents des associations de consommateurs qui affirmait la semaine écoulée que c'est une pénurie artificielle. Parce qu'on ne monte pas au créneau pour nous expliquer fondamentalement ce qui se passe. Est-ce que les fournisseurs n'ont plus le gaz à disposition? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la posture que les populations peuvent adopter? Il faut quand même que les voix officielles puissent monter au créneau, peut-être à la faveur d'un point de presse ou à la faveur d'une conférence de presse, pour expliquer aux populations qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi le gaz n'existe pas. Et je pense que c'est très grave dans une république comme la nôtre, qu'on passe plusieurs semaines à ne rien dire par rapport à cette filière,
mais on démantèle des réseaux. Au-delà de ça, il faut aller au-delà du démantèlement des réseaux, des fossés. Pourquoi il n'y a pas le gaz? Il faut nous expliquer. Est-ce que les fournisseurs n'en disposent plus pour que nous-mêmes, on n'arrive plus à retrouver le gaz? Il faut qu'à défaut que les autorités en charge de ce secteur, à défaut qu'elles ne montent au créneau, il faut quand même que les compagnies montent au créneau pour expliquer ce qui ne va pas. Les compagnies agrégées au Bénin, pas forcément agréé, monter, vous voulez pas, dire, agréé. Agréé au Bénin, pas forcément monter au créneau, mais sortir un communiqué pour nous expliquer ce qui ne va pas et pour rassurer les populations, pour dire dans telle période, il y aura disponibilité de gaz pour quand même essayer d'apporter un tant soit peu une solution à ce problème grave que je ne sais pas, Sergino Lokossou, je ne sais pas si c'est nous qui exagérons, mais je pense qu'avec comment dire, l'implémentation de cette gouvernance, cette façon de gouverner par le président Patrice Talon, je pense qu'il va falloir aussi faire les choses dans les règles de l'art. Et faire les choses dans les règles de l'art, c'est expliquer aux populations ce qui se passe et les causes et les raisons pour que les gens puissent donc savoir à quoi s'attendre. Vous avez vu avec les rumeurs en ce qui concerne Omicron, le ministre de la Santé n'a pas hésité immédiatement à envoyer un communiqué à défaut d'une conférence pour dire non, rien de cela, mais pour inviter les gens à aller se faire vacciner. La ministre n'a-t-elle pas le droit d'informer la population sur la situation et de dire le comportement adopté? Exactement. Est-ce qu'on se trompe? On ne se trompe pas. Je pense que nous sommes sur la même voie. Il faut nous dire les tenants et les aboutissants de ce phénomène. Il faut nous expliquer ce qui ne va pas. Parce que je pense que c'est du ressort du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il faut quand même, à défaut que le ministre même monte au créneau, il faut que les cadres compétents du ministère puissent quand même essayer d'expliquer aux populations ce qui ne va pas. C'est comme si on ne veut pas expliquer aux populations ce qui ne va pas. Moi, je pense que c'est très important. À défaut de monter au créneau, à défaut d'organiser une conférence de presse, un point de presse, c'est de sortir un communiqué. Pour sortir un communiqué, je pense que ce n'est pas difficile. Il faut quand même ouvrir son portatif et écrire et faire. Ils l'ont fait récemment en disant que les gens font de spéculations et qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Mais quand ça a perdu et que on nous dit à travers ce communiqué qu'il n'y a pas de pénurie de gaz et que sur le terrain on constate réellement qu'il y en a, s'il n'y en avait pas, le quotidien Nord-Sud n'allait pas en parler. Nord-Sud quotidien n'allait pas en parler, mais je pense qu'il est temps qu'on le fasse savoir à la face du monde. L'autre façon de prendre ses responsabilités, c'est également ça, c'est d'informer les populations sur ce qui ne va pas réellement, parce que personne ne sait réellement ce qui se passe. Il n'y a pas le gaz, mais on sort un communiqué pour dire aux gens de ne pas faire de la spéculation. Moi, je pense que l'État doit travailler en sorte qu'il y ait d'abord le gaz soit disponible à toutes les populations, dans toutes les communes, pour qu'il n'y ait pas spéculation. C'est très important et nous allons les inviter à monter au créneau, à sortir un communiqué quand même pour expliquer aux populations ce qui ne va pas. Est-ce qu'on n'aura plus le gaz pour que les populations puissent savoir quelles dispositions prendre, quelle posture adopter? Doit-on faire recours au charbon de bois, au bois de chauffe, pour quand même essayer de préparer dans des constructions qui ne permettent pas forcément d'utiliser ces charbons de bois et ces bois de chauffe qui constituent une grave menace pour le couvert végétal, comme l'a souligné nos confrères de Nord-Sud quotidien. D'autres quotidiens ont abordé donc d'autres sujets. C'est par exemple La Nouvelle, Le Télégramme, qui ont parlé du congrès du parti Les Démocrates. Éric Ndoté qui dévoile un comité de 35 membres. C'est la période des congrès. Exactement, c'est la période des congrès et dans tous les états-majors des partis politiques, on fuite les âmes pour pouvoir quand même faire face aux législatives qui s'annoncent aux élections générales, j'allais dire, qui s'annoncent très prochainement. C'est 2026, c'est vrai.
C'est loin, mais ça n'est pas encore, ça n'est pas loin en politique. Vous pensez que c'est 2026 qui fait que les partis oui, affûtent les armes pour le... Entre autres raisons, c'est 2026, parce que 2026, c'est une élection générale, c'est 3 élections ensemble. Il y a la présidentielle, il y a les législatives et les communales. Donc il faut affûter ses armes pour pouvoir affronter ces élections. Celui qu'il faut à la place qu'il faut au sein du parti. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Positionnement stratégique. Il faut faire des positionnements stratégiques, il faut mettre en place des stratégies qu'il faut. Et je pense que les opposants ont du pain sur soupe et autour de la planche, comme on le dit. C'est vrai qu'ils ont montré qu'ils existent, les démocrates, à la faveur des législatives de 2023, 28 députés, au même titre que le BR, c'est très important, c'est un signal fort, et que le travail doit payer, la lutte doit payer, et qu'ils doivent travailler comme cela se doit. Dévoiler un comité de 36 membres, c'est vrai, ça montre que Éric Hunete et les siens veulent faire le job comme cela se doit, mais ils ont intérêt à faire le job comme cela se doit s'ils veulent réellement, s'ils convoitent réellement le pouvoir d'État, s'ils veulent conquérir le pouvoir d'État et les exercer, c'est le moment d'affûter leurs armes pour pouvoir affronter ces élections de 2026. Parce que je le dis, le jeu électoral ne sera pas joué d'avance. Ça n'est pas évident pour les élections générales de 2026. Donc, il faut que mouvance et opposition puissent véritablement travailler à conquérir ou reconquérir le pouvoir pour certains et à conquérir pour d'autres le pouvoir et l'exercer. Et je pense que c'est de bonnes guerres. On attendra de voir ce que ça va donner, ce congrès des démocrates. On reviendra faire les commentaires et les analyses. Mais ce qu'on sait, c'est que ça bouge beaucoup dans les états-majors des partis politiques et c'est peut-être la période. D'autres congrès sont annoncés après celui des démocrates. Il y a quand même un autre parti de la mouvance présidentielle qui l'UDBL qui se prépare également pour son congrès. On espère que de ces congrès sortiront de bonnes résolutions et que sur le terrain, ces partis politiques vont travailler comme cela se doit pour qu'il y ait, chacun puisse avoir le nombre de députés, le nombre de maires, de conseillers et le président de la République pourquoi pas de sécu. Alors, l'autre sujet qui nous a fait tiquer un peu, c'est le vote des Béninois, de la diaspora à toutes les élections, une invitation ou un souhait de Mouel Bénin, le plaidoyer de Mouel Bénin pour la création de la 25e circonscription électorale, alors qu'avec les 24 circonscriptions, on n'a rien vu avec Mouel Bénin, même pas un seul député, mais ils veulent aller à la 25e circonscription électorale. Est-ce que c'est là-bas qu'il y a l'heure électorale? Bon, on ne sait pas. Ce que moi je sais du parti Mouel Bénin, je sais que le parti travaille à soi des bases à l'extérieur du pays. Même aux États-Unis, il y aurait des bases du parti Mouel Bénin là-bas. Je pense que ça fait peut-être rire qu'avec 24 circonscriptions électorales, le parti, après 5 ans d'existence, n'a rien eu en matière... C'est un souhait pour que les autres partis puissent bien ranger des voix ou bien... Je ne sais pas. Je me dis, après 5 ans d'exercice... on n'a pas eu de députés, il n'y a pas eu de maire, il n'y a pas eu de conseillers. C'est vrai qu'il y a eu quelques nominations éparses au sein de l'appareil étatique. Mais je me dis, est-ce que véritablement, Mouel Bénin, c'est ça qu'il faut pour le parti? Je pense qu'au-delà de rêver de la création de la 25e circonscription électorale, c'est de travailler d'abord à soi de vraies bases dans les 24 circonscriptions électorales. Et la preuve que le parti a un ancrage national, il faut viser le territoire national d'abord avant d'aller ailleurs. C'est ce qu'on dit. Il faut balayer chez soi avant d'aller balayer chez autrui. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs, parce qu'ils ont organisé leur congrès. Je ne refuse pas. Il y a 2 semaines. Une chose est d'organiser le congrès. Mais ce que dit l'indicateur fort de ce qu'un parti a un ancrage national, au plan national, c'est d'avoir des députés. Au-delà de l'animation, c'est également la conquête du pouvoir. Et la meilleure façon de conquérir le pouvoir, c'est d'avoir des gens, des personnages ou des personnalités dans chaque circonscription électorale. Je parle à la fin de chaque élection, les élections communales, le Mouel Bénin n'a pas de maire ni de conseiller. Les élections législatives, pas de députés. Toutes les élections qu'on a organisées présidentielles, enfin, c'est vrai qu'ils soutiennent la mouvement présidentielle. On les attendait peut-être dans une fusion, mais rien. Mais rien. Je salue quand même cette personnalité de Jacques Ayali qui est resté droit dans ses bottes. Il est resté droit dans ses bottes, mais on aurait souhaité quand même que le parti puisse véritablement travailler à voir. C'est également ça le parti politique. C'est vrai que... Oui, mais également,
on voit beaucoup. Il faut saluer quand même les efforts du parti qui quand même fait ne parler dis pas de lui. Quelque chose fait parler la poudre à travers la voix de son président qui s'élève quelque chose a été fait, mais je pense que beaucoup reste encore à faire. Et moi, Jacques Ayadi et les siens le savent très bien. Beaucoup reste à faire pour quand même asseoir de bonnes bases au sein du pays d'abord, dans toutes les circonscriptions électorales. On attendra de voir les élections de 2026 pour voir si véritablement Mouel Bénin va faire cavalier seul, comme on le dit. Et s'il fera cavalier seul, est-ce qu'il pourra réussir à ces élections? Je pense que c'est... Peut-être que ce parti nous donnera la grande surprise, on le président de la République mais de 2026. Je pense qu'il faut rêver. Malheur à celui qui ne rêve pas, a dit quelqu'un... Donc je suis un rêveur. Non, je ne dis pas. Je pense que moi, le Bénin est en train de rêver à avoir une 25e circonscription électorale. Peut-être que c'est ça qui va les aider à trouver peut-être des gens au niveau de cette 25e circonscription électorale. Mais je pense qu'au-delà de réclamer, de demander, de rêver et tout, il faut quand même travailler au plan local pour quand même avoir de conseillers, de députés et pourquoi pas de président de la République. C'est ça un parti politique au-delà de l'animation, c'est la conquête également du pouvoir et je pense que c'est vrai. Vous avez parlé tout à l'heure de la personne de Jacques Ayadi, on le voit très très actif, on le voit animé d'une vision, d'une grande vision pour le Bénin. Et sa vision, l'une de ses visions que moi je salue, c'est le consommation local, c'est de produire localement et de consommer localement. Et les rares fois que j'ai pu participer à ces conférences ou à ces sorties médiatiques, enfin du parti, j'ai vu qu'on a servi rien que du consommation local et c'est très important. On va inviter les uns et les autres également à consommer béninois. Mais au-delà de ça, il faut quand même que le parti ait des personnes, des personnalités au sein de l'appareil étatique. Et c'est très important. Mais quand on en finit de dire ça, on doit quand même dire qu'il est normal que les Béninois de l'extérieur votent. Non, je n'en disconviens pas. Les Béninois de l'extérieur... Et qu'il est temps qu'on y mette, qu'on mette en place le dispositif qu'il faut pour que les Béninois de l'extérieur votent effectivement. Il faut que cela participe à la vitalité de notre démocratie. Il faut que la machine soit bien structurée, bien installée à l'extérieur pour que les Béninois qui, pendant les élections, ne sont pas au pays et qui sont peut-être en mission dans d'autres pays, puissent véritablement voter. Les Béninois qui travaillent et qui résident dans d'autres pays, qui ont envie de voter, puissent voter. Moi, je pense que c'est quand même... c'est légitime. C'est légitime de demander, c'est légitime. Ça n'est pas mauvais de le faire parce qu'on est appelé d'un moment à un autre à quitter notre pays, peut-être pour aller travailler, peut-être pour aller s'installer dans un autre pays et travailler. Et je pense que Jacques Ayadi et les siens, en demandant la création de la 25e circonscription électorale, n'ont rien fait de mauvais. C'est peut-être qu'ils ont constaté qu'au niveau de la diaspora, les suffrages exprimés ne sont pas peut-être... et que c'est un terrain à explorer, c'est un terrain à exploiter. À exploiter. Mais déjà, il faut quand même qu'au sein, ici d'abord, sur le territoire national, qu'on n'ait plus à reprocher de failles à ce dispositif électoral, à cette machine électorale. Parce qu'il faut connaître d'abord les failles à l'interne avant d'aller ailleurs. Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est vrai qu'il faut demander la création de la 25e, mais revoir un peu ce qui se passe. Il faut que la machine soit quand même une machine consensuelle parce que après les élections, c'est ce que nous entendons. La machine qui a servi à organiser les élections, il y a de fraude, il y a de ci, il y a ça, il y a ça. Donc je pense qu'il faut d'abord corriger la machine à l'interne avant de penser à installer une autre machine ailleurs et de bien installer cette machine afin qu'elle ne favorise pas les uns et laisse les autres. C'est très important à mon avis. Et je pense qu'on est en train de travailler, c'est notre démocratie, on est en train de faire cette marche et ça va payer peut-être, pas forcément demain, jeudi qui vient, mais demain, on va essayer de faire notre marche, corriger les failles au fur et à mesure pour quand même que les élections se déroulent sans anicrose, sans reproche et qu'après les résultats, qu'il n'y ait pas de contestation. Vous parlez de corriger la machine, puisque vous en parlez, je voudrais peut-être vous informer qu'il y a une mission de suivi et de contrôle de conformité de l'existence fonctionnelle des partis politiques. Et à ce propos, il y a une rencontre de la Sénat avec les représentants des partis politiques tout à l'heure. Qu'en dites-vous? Je pense que c'est très important parce que les partis politiques, au-delà des fonds personnels, au-delà des cotisations, les partis régulièrement constitués et qui respectent le code électoral bénéficient des aides de l'État, bénéficient de l'argent du contribuable. Donc, il faut quand même qu'il y ait un droit de regard sur le fonctionnement de ces partis. L'argent du contribuable n'est pas quand même un héritage familial
qu'il faut laisser à des gens qui ne vont pas bien gérer. Et donc, je pense qu'il faut des partis structurés. Il faut que les différents départements de ces partis puissent bien fonctionner. Et je pense que c'est une très bonne chose. Là où l'argent du contribuable va, il faut quand même que l'État ait un droit de contrôle, un droit de regard. Et j'aime à le dire, il faut que l'État pousse l'oreillette assez large pour voir tout ça, pour vérifier tout ça. Est-ce que l'argent du contribuable qui s'échine et à cotiser, à payer ses taxes, est-ce que l'argent du contribuable qu'on va donner aux partis politiques, est-ce que ces partis puissent bien gérer? Est-ce que ces partis sont bien constitués? Est-ce qu'il y a quand même un nombre de réglementations, de dispositions, enfin des lois? Est-ce que les lois sont respectées en griffe? Il faut savoir, il faut chercher à comprendre tout ça. Et je pense que c'est de bonne guerre. On ne peut pas injecter de l'argent quelque part sans quand même avoir un droit de contrôle, un droit de regard. Cela dit, on va passer maintenant au sourire. Bien sûr, écureuils boulistes ont donc réussi à donner le sourire aux Béninois quand on sait que le samedi dernier, certains ont collé la tête contre poteau, comme le dirait l'autre. Certains ont coulé des larmes, certains ont refusé de manger. Et puis, quelques jours après, quand même, le sourire est revenu avec ces écureuils boulistes. Je pense que c'est le lot de consolation qui est venu de là-bas. Après cet échec cuisant du Bénin face au Mozambique, après cet échec cuisant du Bénin face au Mozambique, après cet échec cuisant face au Mozambique, je pense que c'est la première de l'histoire de la pétanque. Et il faut quand même essayer de comprendre que là, ils ont fait, c'est une première et il faut véritablement, c'est une première et il faut essayer je dis que cette lot de consolation vient un peu pour essuyer... Un lot de consolation. Enfin, ce lot de consolation, pardon, vient essuyer un peu les larmes, comme vous l'avez dit, de certains Béninois. Vient un peu, c'est comme un baume adoucissant qui vient un peu pour adoucir la plaie engendrée par l'échec cuisant du Bénin face au Mozambique. Non, n'exagérez pas. Échec cuisant, non. N'utilisez pas ces adjectifs. Quand même, on n'a pas fait pièce figure. On n'a pas fait pièce figure. On aurait souhaité quand même. Il faut saluer quand même les générosités de Gernot Rohr qui a compris que c'est avec la jeunesse qu'il faut faire la chose. Et puis les Béninois ont compris depuis. C'est les autres coachs qui n'ont pas compris. Les Béninois n'ont jamais cessé de dire d'aller chercher les jeunes pour jouer à l'équipe nationale. Et ils ont fait leur preuve à l'extérieur. 2 buts marqués. Je ne refuse pas. Donc, franchement, je pense que chacun doit jouer son rôle et c'est le moment de finir avec nos irresponsabilités joyeuses. Il faut quand même que, pour une première de l'histoire de la pétanque mondiale, les Béninois n'ont pas fait pierre figure, les Béninois ont donné quand même du sourire et ça prouve à suffisance que on peut quand même investir dans d'autres disciplines sportives et le Bénin donne un espoir. C'est un espoir et je pense qu'aujourd'hui, notre développement ne dépend d'aucune autre personne en dehors de nous-mêmes. Ah oui. Et aucun arrêt divin ne condamne le Bénin ou les Béninois à rester les derniers de la classe. Je pense qu'il faut travailler et nous devons travailler. C'est vrai que Fraternité a dit, au-delà de cette victoire, il faut conserver maintenant cette façon de faire pour les prochaines compétitions également. Il faut qu'on soit indétrônable dans ce domaine. Indétrônable dans ce domaine. Et c'est très important. Je pense que c'est très important pour le sport béninois et le chef de l'État doit comprendre qu'il est important d'investir dans d'autres disciplines sportives et d'accorder les mêmes énergies qu'il accorde au football à d'autres disciplines sportives parce que là, c'est quand même très important. Une première, on doit saluer. Et je pense que le monde du sport béninois est quand même en joie et ça fait notre fierté. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez, on est fiers de faire des commentaires, des insinuations un peu partout pour montrer que quand même, nous sommes le Bénin et le Bénin est une nation qui a l'habitude de surprendre. Je constate quand même que le destin des Béninois et le destin des Français se croisent parce que dans les finales, on a rencontré les Français et franchement,
ils nous ont créé de problèmes. Vous avez vu, en ce qui concerne la doublette, on leur a montré que nous, on ne s'amuse pas, qu'on est très adroit. Mais ils sont revenus encore à la charge avec la triplette. Et ils nous ont donc fait courber les chines. Les Français, quand même, sont terribles en ce qui concerne ce jeu de pétanque. Exactement, ils sont terribles tels. Mais ils ont rencontré garçons. Ils ont rencontré garçons. Les Béninois aussi sont terribles. Ils savent que le Bénin n'est pas une petite nation en matière de pétanque. Ils ont compris. Et je crois que c'est le moment de saluer ces Béninois qui ont quand même essayé de porter haut le flambeau. Il s'agit de Marcel Bétagblé et Samba Laimat. Je pense que c'est très important. Il faut les féliciter, il faut les encourager. Il faut les mettre maintenant. Vous avez dit Samba ou Sambo? Sambo. Il faut les mettre dans de bonnes conditions, il faut les motiver, mais eux-mêmes doivent savoir qu'au-delà de cette victoire, c'est de travailler encore davantage à nous amener d'autres victoires pour d'autres compétitions. C'est ce qu'on a souhaité, suivez mon regard de l'autre côté, mais ça n'a pas marché. Cette fois-ci, ça a marché et ça fait de notre fierté. Je pense que ce lot viendra oublier un peu ce qu'on a vécu le week-end dernier. Je pense que c'est très important. Je voudrais vous dire que les Béninois se plaignent trop. Ils se plaignent trop. Les Béninois et c'est sous ce régime, vous savez. C'est sous Patrice Talon que nous avons connu. Vous savez. Nous avons connu ce qu'on appelle la joie d'une qualification au second tour d'une Coupe d'Afrique. Et pas les moindres. Nous sommes allés au quart de finale. Nous n'en disconvenons pas. Quart de finale. Tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. Il faut quand même... ça, c'est ce français que vous parlez pour tout casser. Il faut être optimiste, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers, comme on le dit. Je ne refuse pas que quelque chose a été fait. Quand on dit je ne nie pas aux éliminatoires, c'est comme si le Bénin n'a jamais rien fait, n'est jamais qualifié. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. On a oublié pendant combien d'années le Mozambique est resté chez lui avant d'être qualifié. Maintenant, comparaison n'est pas raison. Le Bénin n'est pas le Mozambique. Nous, on veut travailler, aller loin. On veut travailler à... Oui, mais permettez aux autres aussi de travailler, les autres aussi de goûter aux délices de la canne. Je ne refuse pas. Non, écoutez, comment on va permettre aux autres de goûter aux délices? Mais oui, les autres aussi veulent aller. Quand ils ont manqué pendant 18 ans, pendant 15 ans, ils veulent aussi aller. On s'en fout. C'est ce qui nous concerne. Bon, nous, on veut tous arroser. C'est comme ça. On veut être meilleur, incontournable. Le chef de l'État, il a dit qu'il est compétiteur. Je vous le conseille. Il faut quand même que nous puissions travailler véritablement et c'est le moment de saluer toute cette organisation, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'on voit le lauréat, on cite leur nom, mais derrière, c'est toute une organisation. Toute une organisation. Il faut saluer quand même, au niveau de toute cette chaîne, on salue également le président de la République qui les a motivés, invité, surprise. Qui était au Blodrome hier, qui a remis les trophées. Exactement, même en mode sportif, au début de cette compétition. En mode sportif au début de cette compétition. Je pense que c'est une motivation. C'est ça, on veut. Il y a quand même, le chef d'État a affiché une volonté politique à accompagner tout ce qui est sport. Je pense que ceux-là qui ont en charge de gérer une parcelle de fédération de sport puissent accompagner le chef de l'État, puissent être de bons disciples du chef de l'État qui est quand même animé d'une vision pour le football. Et c'est le moment de saluer également le ministre des Sports, Odar Homeki, qui était présent également et qui quand même est en train de travailler selon ses capacités pour quand même asseoir, pour que le sport soit quand même une filière très importante au Bénin, au-delà du football. Il y a quand même d'autres disciplines sportives et c'est le moment, ça donne raison un peu à ceux-là qui pensent qu'il faut investir dans d'autres disciplines sportives. Cette victoire du Bénin, cette victoire au niveau de la pétanque, cette première dans l'histoire mondiale, on va dire ça comme ça, est quand même, donne raison à ceux qui pensent qu'il faut investir dans d'autres disciplines. Et je pense qu'il faut le faire, mais pas négliger le football. Je le dis toujours, il ne faut pas se désespérer du football béninois. Ça va marcher. C'est des efforts, et il faut quand même essayer de constater à chaque fois les failles, de corriger les failles. Et si les failles, je le dis, la correction des failles vont amener à changer des personnalités, il faut le faire, il faut être sans pitié en le faisant, parce que
le développement du football, le développement du sport en général en dépend. Et c'est bon pour le moral des supporters quand le Bénin arrive à gagner des compétitions comme ça. Le Bénin excelle dans d'autres domaines. Cela me permet de faire un clin d'œil à Romuald Razoumé, qui actuellement est en exposition aux États-Unis, invité par une université, et puis il fait parler du Bénin là-bas depuis depuis une semaine ou 10 jours. Il a fait un tour au Bénin. J'espère qu'il va nous suivre et qu'il pourra venir sur ce plateau nous parler de ce qu'il est en train de faire là-bas, comment il est en train de faire honneur au Bénin de l'autre côté des États-Unis. S'il ne nous suit pas, passez-lui le message. Sergino Lokossou, on va finir par ces gens qui sont sans cœur, cambrioler une église. Quand même. Ça fait rire, et c'est un indicateur de ce que ça ne va pas. Ce que ça ne va pas, c'est... Pardon? De ce que ça ne va pas. C'est un indicateur de ce que... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Aller cambrioler dans la maison de Dieu sans peur, ceux-là, il faut quand même ils sont à respecter. Ils osent aller voler dans la maison de Dieu à hauteur de 400 000 francs CFA. Les objets, je pense que c'est un indicateur de ce qu'il faut véritablement essayer. Est-ce qu'on doit assurer la sécurité dans la maison de Dieu? Je me pose la question. Est-ce que la maison de Dieu a besoin d'être sécurisée? Parce que... Normalement, chacun il va avec sa conscience. Aujourd'hui, quand moi, ils ont volé mon portefeuille dans une église, à l'église Saint-Michel, ils ont volé mon portefeuille. C'était dans ma poche. À l'église de Godomé, ils ont volé le portable d'un ami. Je pense que quand vous allez à l'église, vous laissez votre sac sur le banc, le temps d'aller vous communier, on peut voler. Donc, chacun il vient avec sa conscience. On ne peut pas... Chacun rendra compte à son Dieu. C'est quand même inquiétant qu'on aille voler chez Dieu. Et c'est récurrent de nos jours que ces voleurs, ces filous, ces personnes de peu de foi, on va dire ça comme ça, aillent voler dans la maison de Dieu. Ici, ils ont volé des groupes électrogènes. Et je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, chacun y va avec sa conscience. Et il faut quand même que ça vienne de poser le problème de la sécurité, le problème de l'insécurité, je veux dire. Il faut quand même que les maisons de Dieu, les églises également, soient surveillées, s'il faut prendre des gardes, il faut prendre les gardes dans ces maisons-là, parce que c'est récurrent et c'est quand même c'est un acte audacieux d'aller voler dans la maison de Dieu. Je pense que ces voleurs ne sont pas peut-être à leur premier essai. Ils ont peut-être l'habitude. Peut-être qu'il y a des intrus dedans. Il y a des gens qui connaissent l'église, qui savent. Évidemment, là où se trouvent les choses. On dit souvent que le voleur n'est pas quelqu'un de loin, c'est quelqu'un qui maîtrise. Vous maîtrise la maison dans laquelle vous êtes. Et je pense qu'il faut quand même que ça vienne poser le problème de l'insécurité dans le pays. Il faut que les forces de l'ordre puissent agir véritablement. C'est vrai que la police républicaine fait beaucoup, mais ça reste à faire tant que il y a des failles qu'on constate un peu au niveau de la sécurité. Je pense que également la police républicaine est invitée à se prononcer également sur le cas d'un enfant qui est victime d'une bavure policière dans la commune d'Aoumé-Calavi. On attend toujours la réaction de la police. La police n'a encore rien dit jusqu'à aujourd'hui. Même si c'est un communiqué, il faut sortir pour situer les responsabilités. C'est très important. Les parents sont dans la douleur. Le corps de l'enfant n'est pas retrouvé. Mais toujours est-il que la police ne s'est pas prononcée. Je crois un média allé jusqu'à questionner le commissaire qui a dit qu'il ne peut pas se prononcer, qu'il attend l'autorisation de la hiérarchie. Je pense que nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit et que ces actes de bavure policière soient quand même... il faut qu'on informe sur les tenants et les aboutissants de cette bavure policière. Il y a mort d'homme dans cette bavure. Et donc, je pense que pour ces populations, pour ces parents, surtout c'est sa mère, parce que quand vous êtes mère, il y a de la douleur. Donc, il faut véritablement... Est-ce que les preuves existent? En tout cas... Est-ce que c'est les questions... En tout cas, ce que je sais, une télévision... Seule la police est capable... Une télévision
a demandé à chercher le commissaire a dit qu'il ne veut pas se prononcer sur cette affaire, qu'il attend l'ordre de la hiérarchie. Ouais, ben, ça veut dire quoi? Attendons aussi, l'ordre de la hiérarchie. Ça veut dire quoi? Attendons aussi que le commissaire se prononce ça fait déjà plus d'une semaine. Est-ce qu'on est en train de toujours chercher des preuves au niveau de la police républicaine? Je ne sais pas, mais quand même, il faut situer les responsabilités. Même si les responsabilités ne sont pas encore situées au niveau de la police. Vous savez que la police n'hésite pas à faire lumière sur certaines affaires. Je ne refuse pas, même si c'est un petit communiqué pour dire nous sommes en train de faire les enquêtes, on reviendra vous donner plus amplement. Je pense que la police nous suit. Ça serait très chaque important. matin, je pense que ce sera fait. La douleur des parents, ce sera fait et on va comprendre ce qui s'est passé. Quand vous êtes parent et quand vous apprenez qu'on perd un enfant, c'est très grave. Vous connaissez bien ce que je suis en train de dire. C'est une douleur pour les mères, pour avoir connu la douleur de l'enfantement, les mères maîtrisent, elles savent bien ce qu'on appelle la douleur. Et on va souhaiter que la police puisse faire la lumière sur cette affaire. Absolument, Sergino Lokossou. C'est sur cette histoire rocambolesque, comme le dirait l'autre, digne d'un film de Hollywood, qui concerne donc l'histoire, le vol dans une église à Malanville, que nous mettons donc un terme à cette rubrique. Quoi de neuf?